Dans cette vidéo, on va rappeler la formule de Taylor et on va prendre des exemples. En fait, on va corriger les exercices 12 et 13 de votre TD, dérivabilité, qui utilise donc cette formule. Donc je rappelle la formule de Taylor-Lagrange. Donc la formule de Taylor-Lagrange. Donc la formule, elle vous dit la chose suivante. Donc sous des conditions, donc si f est de classe Cn sur l'intervalle i et n plus 1 fois dérivable, c'est-à-dire classe dn plus 1, n plus 1 fois dérivable sur l'intérieur de i. Sinon, si la fonction f, par exemple, est de classe Cn plus 1, par exemple, sur i, et voilà, donc là, ça s'applique bien parce que ce sont des hypothèses de plus. Donc, n plus 1 fois dérivable sur i rang. Donc, on dit que, alors, quel que soit a et b, dont i distinct, peu importe que a soit inférieur à b ou supérieur, l'essentiel distinct, on a l'existence d'un C, donc dans l'ouvert AB ou dans l'ouvert BA, ça doit être un C qui est dans l'ouvert AB ou dans l'ouvert BA, tout dépend bien sûr, tel que le f de B est égal somme k allant de 0 à n des dérivées km en a sur factoriel k fois b moins a puissance k plus, donc ça c'est la partie régulière, donc la partie polynomiale ou régulière, partie polynomiale de la formule de Taylor, plus le reste, donc qui est la dérivée n plus unième au point C sur factoriel n plus 1, donc fois b moins a puissance n plus 1. Bien entendu, ce C-là est un CABN, c'est-à-dire que en changeant A et B et N, donc déjà je pourrais dire ici soit N dans N, donc un N entier naturel fixé auparavant, donc lorsque je change pour N, A et B différents, j'aurai un autre C. Donc finalement, c'est un point C qui dépend de A et B et N, et qui donne alors cette conclusion. Je l'écris pour être, c'est-à-dire au lieu de l'écrire, donc ça c'est le reste qu'on a dit, on pourra dire le reste de Lagrange, pour dire le reste de la formule de Taylor-Lagrange, donc le reste de la formule de Taylor-Lagrange, parce que comme vous le savez, il y a la formule de Taylor-Young, et vous allez voir dans le chapitre intégration qu'il y a la formule de Taylor avec un reste sous forme intégrale. Donc j'écris ici un peu la formule pour un peu la facilité. Le polynôme, il commence par, donc on commence k égale 0 jusqu'à k égale à n, donc le k égale à 0 c'est finalement f de a, plus le k égale à 1 c'est la dérivée première de f en a fois b moins a, le factoriel ici est égal à 1, ici aussi le factoriel est égal à 1, plus la dérivée seconde fois b moins a au carré sur factoriel 2, donc sur 2, plus la dérivée d'ordre 3, en a toujours, sur factoriel 3, donc fois b moins a au cube, etc. Donc c'est ce que ça contient, jusqu'à dérivée nème en a sur factoriel n fois b moins a puissance n. Ça c'est pour la partie régulière, pour la partie polynomiale, plus le reste qui s'écrit en un point C, donc plus finalement le reste, dérivée d'ordre n plus 1 en C sur factoriel n plus 1 fois b moins a puissance n plus 1. Bien sûr, toujours pour les dérivées nème, tâchez toujours de mettre la puissance entre parenthèses, plutôt, c'est pas la puissance, l'ordre de la dérivation, voilà, justement,
entre parenthèses pour que ça ne soit pas une puissance. Voilà, justement, il ne faut pas que ça soit une puissance. Donc voilà, ok, donc ça c'est pour la formule de Taylor. Bien sûr, ici A et B peuvent changer de place, hein. Donc la formule de Taylor n'est pas obligée d'être centrée en un point qui va s'appeler A. Finalement, le A et le B peuvent changer de place. Donc ici, je vais écrire les différentes formes connues pour la formule de Taylor. Donc, comme vous le savez, donc, vous pouvez poser B moins A égale à H, qui mesure alors donc la distance entre B et A. Et là, vous aurez, la formule devient, sous les mêmes hypothèses, bien sûr, les hypothèses sont la classe c'est n sur I, la classe des n plus 1 sur l'intérieur, les mêmes hypothèses. Donc, la formule devient, donc sous les mêmes hypothèses, la formule devient, vous allez dire qu'il va exister, ou bien avant ça, pour tout A, pour tout A dans I, et H non nul tel que A plus H appartient à I, bien sûr. Donc, H non nul, ça c'est pour dire que le point A plus H va être distinct de A. Donc, l'essentiel que A plus H, bien sûr, tel que A plus H dans I. Parce qu'on ne peut pas dire pour tout H dans R étoile, et là, on va créer, donc à partir de A, tous les A plus H, ça va créer l'ensemble des réels. Donc, on n'est pas sûr que I soit égal à l'intervalle R. Donc, je dis pour tout H, et pour tout H, tel que le A plus H soit dans I, bien sûr. Le point B, ça devient le point A plus H. Il va exister C, donc pour tout A, pour tout H de cette sorte, il va exister C dans A plus H ou A plus HA, parce qu'ici, je n'ai pas dit que H est positif, donc lorsque je dis A plus H, ça peut être inférieur à A, puisque donc ici, je pose un H dans R étoile. Donc, il existe C dans l'un des deux tel que vous aurez une formule de Taylor écrite de cette forme-là. Donc, A plus H au lieu de B. Qu'est-ce qu'on gagne en fait? Qu'est-ce qu'on gagne? Donc, dans l'écriture de la formule, qui est ici centrée en A, vous aurez H puissance K au lieu de B moins A sur factoriel K. Donc, vous voyez, vous aurez un polynôme en H. Donc, c'est bien de voir un polynôme en une variable donc bien claire, c'est-à-dire ici c'est un polynôme en H, plus le reste, il ne va pas changer, plus fn plus unième en C sur factoriel n plus 1, mais en fait en H puissance n plus 1. Donc voilà, justement cette écriture n'est pas polynomiale parce que justement ce reste-là n'est pas un monôme du moment où ce C-là dépend de donc n, H et A. Donc voilà, ce C-là, il dépend de N, H et A. C'est pour ça que cette écriture-là n'est pas polynomiale. Donc ça, c'est pas un monôme, parce qu'ici, il y a H, donc vous n'aurez pas ici un polynôme. Ce qui est polynomial, c'est ça. Donc sinon si celui-là si celle-là est une écriture polynomiale, donc vous aurez finalement un polynôme. Donc voilà. Donc, sinon, vous aurez une écriture qui donnera un polynôme. Mais les fonctions ne sont pas toutes polynomiales. C'est ça. Donc sinon, ça serait très contradictoire d'avoir toutes les fonctions qui s'écrivent d'une façon polynomiale. Donc, qu'est-ce qui prouve, par exemple, que exponentielle x n'est pas un polynôme, par exemple? Donc, on doit voir pourquoi donc, le exponentielle x n'est pas un polynôme, par exemple, ou pourquoi sinus n'est pas un polynôme, pourquoi... Donc, sinus, par exemple, n'est pas un polynôme parce qu'elle n'a pas une limite infinie à l'infini. Voilà. Exponentielle aussi n'a pas une limite infinie en l'infini. Donc voilà, il y aura beaucoup d'autres arguments qui feront que les fonctions qu'on connaît ne sont pas des polynômes si on veut le justifier. Pourquoi ce ne sont pas des polynômes? Justement. Donc, on pourra aussi parler du nombre de racines, etc. Bon, le nombre de racines, il y a des polynômes qui n'admettent pas de racines réelles, mais surtout le côté des limites, par exemple. On sait que les polynômes admettent toujours, les polynômes non constants bien sûr, admettent toujours des limites infinies à l'infini,
Tout dépend de degré pair ou impair. L'essentiel, les limites à l'infini sont infinies. Et là, voilà, des fonctions qui n'admettent pas de limites à l'infini. Donc, on est sûr qu'elles ne sont pas polynomiales. Donc, ce n'est pas logique d'avoir une écriture ici polynomiale pour une fonction de l'autre côté qui n'est pas polynomiale. Par exemple, l'écriture d'exponentielle, de sinus, de cosinus, les formules de Taylor. Donc, ce qui prouve davantage que ce qu'on écrit ici n'est pas une constante multipliée par un monome. Voilà, qui dépend bien de l'ordre de h et de a, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Donc, ça c'est une deuxième écriture de la formule de Taylor. Encore mieux, tu peux encore quantifier la distance entre a et a plus h, c'est-à-dire le point a plus h, le point c plutôt, le point c. Donc, le point c. Donc, H a servi pour quantifier la distance entre B et A en fait. Mais pour exprimer mieux le point C, on sait bien que pour un point C qui est entre deux points, donc lorsque C appartient à B, par exemple, je vais écrire AB de cette façon-là. Donc, on a l'existence d'un unique θ appartenant à 0,1, là je le mets ouvert parce que l'intervalle est ouvert, tel que C égale A plus θ. A plus θ fois B moins A, fois la distance B moins A. Donc, vous le voyez pourquoi? Parce que si donc A et B sont ici, et vous allez choisir n'importe quel point entre A et B, et là, le point sera A plus, donc, plus l'avancement de C entre A et B. Donc, C entre A et B, c'est A plus un rapport qui s'appelle θ, multiplié par la distance B moins A. En fait, le rapport, il correspond à quoi? Il correspond à, vous pouvez ici tracer le segment 0,1. Donc ici c'est 0, ici c'est 1. Et puis dire, voilà, donc je vais tracer alors la ligne qui relie B1. Et je trace la parallèle. Et la règle de Thalès, donc ici j'obtiens un θ. La règle de Thalès dit que θ, le rapport, c'est θ moins 0 sur 1 moins 0, finalement, c'est θ. Donc ça, c'est le rapport réalisé ici, qui sera égal au rapport C moins A sur B moins A. Et là, en rectifiant tout le monde, θ fois B moins A plus A, donc vous aurez que C est égal à A plus θ fois B moins A. Donc voilà. Ce qu'on écrit encore, 1 moins θA plus θB. Pour un θ unique, bien sûr, c'est le rapport correspondant à C pour un θ qui appartient à 0,1. Donc, pour tout C dans AB ouvert, il va exister un unique θ dans 0,1 ouvert. Semi-ouvert de même, il va exister un θ dans le semi-ouvert. Et si vous voyez, si c'est semi-ouvert du côté de B, on va fermer du côté de 1 parce que c'est le 1 qui donne B pour θ égale à 1. Donc tout ça c'est expliqué dans le chapitre 2, la partie intervalle, là où il y a toutes les formes et comment on les écrit d'une écriture paramétrée de cette forme-là. L'essentiel, là où je vais arriver, au lieu d'écrire qu'il va exister un C entre A et A plus H, bon, ça c'est vrai lorsqu'on a AB, mais vrai aussi lorsqu'on a BA. Si vous inversez les rôles, mais il existe toujours un θ. Donc finalement, il va exister toujours un unique θ dans 0,1. Même si l'écriture est à l'envers. Donc, il va y avoir B plus θ A moins B, mais finalement, ce qui est θ pour la première écriture devient A moins θ pour la deuxième, mais A moins θ, c'est un autre θ'. Donc, finalement, vous aurez toujours cette écriture, que ce soit AB ou BA. Donc, toujours vous aurez cette écriture valable, que ce soit donc A inférieur à B ou B inférieur à A. Donc, ce qui donne alors, la formule s'écrit alors, donc la formule s'écrit encore, donc encore, elle va s'écrire. Donc, il existe, donc avant, pour tout A dans I, pour tout H, si je l'écris encore avec H, pour tout H dans donc R étoile, bien sûr, tel que le A plus H appartient bien à I, il existe θ appartenant à 0,1. Bien sûr, il existe au moins θ. L'unicité, c'est pour un point C.
Et lorsqu'on dit ici il existe C, bien sûr il existe C, ça veut dire il existe au moins C. Hein. Donc dans des énoncés, vous trouvez la formule de Taylor écrite de la forme il existe C. Dans d'autres, vous trouvez qu'on insiste sur le fait qu'il existe au moins. Donc finalement, lorsque je dis il existe, c'est-à-dire au moins. Ça n'a pas vraiment une grande importance lorsque j'ajoute au moins parce que ça se comprend. Mais sinon, on peut l'ajouter pour la précision. Donc si on est vraiment soucieux de la précision, c'est bien d'ajouter toujours il existe au moins. Il existe au moins. Donc c'est bien de l'ajouter même au début, il existe au moins. Ça veut dire que ça va nier l'unicité. Donc il n'existe pas forcément un unique, il existe au moins un C. Donc ici aussi je pourrais ajouter il existe au moins, toujours au moins. Donc pour θ il existe au moins. Donc θ est unique par rapport à C, mais pour la formule de Taylor il va exister au moins θ parce que chaque C lui correspond à un θ. Donc ici il n'y a pas unicité pour θ, il existe au moins θ, au moins, dans 0,1 ouvert, tel que, et la formule va s'écrire f de a plus h, je vais l'écrire telle qu'elle est, la partie régulière c'est la même, k à l'ordre 0 à n, donc fkm de a sur factoriel k fois h puissance k, plus c'est l'écriture du reste qui va donc s'écrire de cette forme-là, a plus θ fois h, h c'est le b-a, donc c'est a plus θh sur, sur factoriel n plus 1 fois h puissance n plus 1. Et bien entendu, ce θ-là, c'est un θ aussi qui dépend de n, de a et de h. Donc ici, ça va, si on l'écrit ici, ça va dépendre de n, a et b. Donc avec cette écriture, il dépend de n, a et h. Donc il y a alors différentes écritures de la formule de Taylor-Lagrange. Donc voilà. Et voilà aussi une écriture. Donc bien sûr, toutes les écritures sont utiles. Vous pouvez donc choisir celle qui vous convient. Donc avec il existe θ dans 0,1 et là on ne dit pas qu'il va exister entre a et a plus h ou a plus h et a, c'est-à-dire on n'a pas ce souci d'ordonner les bornes. Il existe θ dans 0,1, il sera valable si a plus h est inférieur à a ou a plus h est supérieur à a, donc il sera valable dans les deux cas. On va corriger l'exercice 12 du T des dérivabilités, donc qui commence par une première. Donc je vais faire en fait la question 2 avant la question 1, je vais laisser au dernier la question 1. Donc les premières questions sont, les deuxième et troisième sont des applications plus directes de la formule de Taylor. Donc on nous demande de démontrer pourquoi pour tout x positif, donc x moins x au cube sur 6 va être inférieur à sinus x va être inférieur à x moins x au cube sur 6 plus x puissance 5 sur 120. Donc voilà. Et là on va dire quoi? On va dire voilà, on pourrait développer la formule de Taylor pour cette fonction, que ce soit donc à l'ordre par exemple 3 si c'est convenable ici, à l'ordre 5 si c'est convenable ici. On va voir l'ordre convenable. Donc, si je développe en fait une petite remarque, la formule de Taylor, lorsqu'elle est centrée en 0, lorsqu'ici j'ai 0, elle s'appelle la formule de Maclaurin. Donc, c'est juste une appellation. Donc, lorsque la centralisation elle se fait en 0, donc a égale à 0, ça s'appelle formule de Maclaurin. Donc, je pourrais ici, d'après la forme du polynôme, donc ça suggère la formule de Maclaurin. C'est-à-dire, je vois le x, un polynôme en x, donc les dérivés nm en principe seront en 0. Donc, si on va voir la formule de Taylor pour sinus, la formule de Maclaurin pour sinus, donc formule de Maclaurin, donc de la fonction de sinus, donc en 0, la formule de Maclaurin en 0, bien sûr, mais à l'ordre n. On va essayer d'écrire la formule à l'ordre n. Donc, sinus étant de classe C infinie sur R, donc voilà, alors, quel que soit x dans R étoile, distinct de 0, on a l'existence d'un θ dans 0,1 ouvert, tel que
sinus x, je vais écrire l'écriture de la formule de Maclaurin, est égal à la somme k allant de 0 à n de la dérivée sinus km en 0 sur factoriel k fois x puissance k plus, et à la fin vous aurez la dérivée n plus unième appliquée à, ici a égale 0, donc ça sera θ x, donc sur factoriel n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Voilà. Et là, les dérivées km de sinus. Donc, vous savez que les dérivées km en sinus, on pourrait les écrire sous la forme suivante. Sinus, donc en x ou en t. Donc, on pourrait les écrire t plus np sur 2. On peut les écrire sous cette forme-là. Mais sinon, vous pouvez les voir selon la divisibilité modulo 4, c'est-à-dire dérivée, dérivée d'ordre 4j, ça sera sinus elle-même. Dérivée d'ordre 4j plus 1, c'est cosinus. Dérivée d'ordre 4j plus 2 est égale à moins sinus. Et puis dérivée d'ordre 4j plus 3, ça sera moins cosinus, et puis ça revient sinus, etc. Donc toujours, sinus, donc lorsque j est égal à 0, c'est sinus. Après, la dérivée première, c'est cosinus. La dérivée seconde, c'est moins sinus. Dérivée d'ordre 3, c'est moins cosinus. Et ça revient. Dérivée 4 fois, c'est sinus, etc. Donc, vous pouvez la voir de cette forme-là. L'essentiel, lorsque je les évalue en 0, j'aurai les termes d'ordre pair qui seront nuls parce que ça sera de la forme plus ou moins sinus en 0 qui donne 0. Et les termes d'ordre avec le reste modulo 4, 1 ou 3, ça donnera 1 ou moins 1 selon donc ce reste-là. Voilà. Ça donnera ou bien 1 ou bien moins 1. En fait, ici, vous voyez, pour l'écriture impaire, on aura, ici c'est 2 fois 2j plus 1. Donc, vous aurez alors 1. Et ici, lorsque c'est 2 fois 2j plus 1, ça c'est 2 fois 2j plus 1 parce que 4j plus 3, donc plus 1. Donc ça c'est 2 fois 2j plus 1 plus 1 pour avoir 4j plus 3. Et là vous obtenez un moins. Donc finalement, vous obtenez ici, lorsque vous faites sinus, dérivé de la forme de 2m plus 1, donc vous aurez moins 1 puissance ce m là, en 0 bien sûr, hein, moins 1 puissance ce m là, parce que vous aurez cosinus, donc vous aurez moins 1 puissance m, donc ici, comme ici, ça c'est 2 fois 2j plus 1, ça c'est 2 fois 2j plus 1, donc ça c'est les deux cas impaires, d'une dérivée d'ordre impair, mais vous aurez moins 1 puissance m pour chaque. Donc, pour chaque dérivée d'ordre impair. Donc, là, je vais écrire alors, et les autres, comme on l'a dit, on évalue en 0, et sinus d'ordre pair en 0, d'ordre pair en 0 sera 0. Donc, ça, c'est ce que donne l'écriture des dérivés, donc des dérivés de sinus. Donc, vous voyez, évaluer en 0, ça donne ça. Donc, je vais les écrire alors dans la formule. Sinus x, donc alors, sinus x va s'écrire. Donc, je vais l'écrire alors. En premier lieu, c'est sinus 0, donc c'est 0. Après, c'est sinus prime, donc c'est cosinus, c'est 1. Donc, 1 fois x plus, donc en principe, au carré, donc à l'ordre 2, c'est 0. À l'ordre 3, ça sera un moins 1. Donc, c'est moins x au cube sur factoriel 3. Donc, tous les paires, je ne les verrai jamais. Et j'aurai x5 sur factoriel 5. Moins x7 sur factoriel 7, etc., etc., jusqu'à, à la fin, ça se termine par un ordre impair, voilà, avec moins 1 puissance p, comme on l'a dit ici, selon l'ordre avec lequel ça se termine, et le reste, ça sera, donc, c'est sinus, dérivé n plus 1 fois, tout dépend, n égale à 2p plus 1, ou n égale à 2p plus 2, donc, ça sera ou bien le même, ou bien celui qui vient après. L'essentiel, on aura toujours une dérivée d'ordre n plus 1, appliquée bien sûr en θx. Et là, j'aurai pas forcément la nullité. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, la nullité, ou bien, j'aurai pas, c'est-à-dire nul ou plus ou moins 1. J'aurai une valeur
que je ne connais pas, l'essentiel je la laisse comme ça, sur factoriel n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Donc ça c'est la formule de Maclaurin de sinus développée à un ordre n pair ou impair. Donc on va écrire ici l'ordre 3 et l'ordre 5. Donc, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc à l'ordre 3, on a, et je vais écrire, sinus x est égal, je vais suivre alors, x moins x au cube sur 6, déjà ça coïncide exactement avec le polynôme qui existe ici, qu'on doit bien sûr démontrer, les inégalités. Donc, plus, je vais écrire maintenant, dérivée de sinus, d'ordre, celui qui vient après, d'ordre 4, en θ x, c'est-à-dire il existe θ bien sûr, hein. Il existe θ appartenant à 0, 1, tel que vérifie ça, pour tout x bien sûr. Donc ça c'est pour tout x dans R étoile. Après dans la comparaison on s'intéressera à ça, mais pour tout x dans R étoile il y a cette écriture sur bien sûr factoriel 4 fois x à la puissance 4. Voilà, donc si je fais la différence, bien sûr je suis en train d'espérer que ce soit une différence positive. Donc c'est bon, sinus à l'ordre dérivé à l'ordre 4, c'est sinus, donc sinus θ x sur factoriel 4 fois x à la puissance 4. Très bien. Tout ça, c'est positif. Mais, donc ça, c'est positif. Mais ça peut porter un signe quelconque. Donc, cette écriture-là n'a pas donné vraiment une réponse. Ce que j'écris ici n'a pas donné une réponse. Donc, est-ce que je pourrais alors aller voir, par exemple, si j'écris à l'ordre 2. Donc, pourquoi je suis allée à l'ordre 2 au lieu d'avancer, par exemple, à l'ordre 4 ou 5? Donc, 4, ça sera presque la même écriture, mais c'est en fait le reste qui va changer. Mais allant avec un reste à l'ordre 5, il n'y a rien qui va vraiment changer, hein. On va toujours avoir un cosinus ou un cosinus θ x, dérivé à l'ordre 5, et ici un truc positif lorsque x est positif. Mais finalement, c'est la même chose, on n'aura pas de réponse. Donc, je recule un peu à l'ordre 2 pour chercher une réponse. Donc, à l'ordre 2, je vais reculer un peu. Et quand j'écris sinus à l'ordre 2, c'est égal x, il n'y a pas d'ordre 2, j'écrirai le reste à l'ordre 3. Donc, sinus dérivé à l'ordre 3 de θ x sur factoriel 3 fois x au cube. Donc ici, bien sûr, ce n'est pas le même θ. À l'ordre 2, toujours pour tout x dans R étoile, il existe θ appartenant à 0, 1 ouvert tel que, et c'est un autre θ a priori, ce n'est pas le même. Donc voilà, donc c'est égal à ça. Donc si je regarde sinus x moins x, je veux que sinus x moins x soit supérieur à moins x au cube sur 6. C'est une autre façon de voir. Ce n'est pas la peine de faire la différence et de trouver donc positif. Je peux faire sinus x moins x et le trouver supérieur à moins x au cube sur 6. Donc c'est égal à quoi? C'est égal sinus dérivé 3 fois, donc c'est moins sinus. Donc je pourrais écrire moins sinus en θ x sur factoriel 3 sur 6 bien sûr, fois x au cube. Et là, pour x positif, tout le monde ici est positif. Tout le monde est positif. Et moins sinus θ x, la bonne nouvelle est que c'est supérieur à moins 1. C'est toujours supérieur à moins 1, quel que soit. Donc, je pourrais alors comparer avec x au cube sur 6. Donc, x au cube sur 6 est positif pour x positif. Et si on traite x positif au nul, mais le nul doit être traité à part, et déjà le nul c'est le cas d'égalité, donc parce que dans la formule de Taylor, je ne dois pas avoir x qui est égal à 0, sinon on ne va pas trouver un θ, un c qui est entre les deux. A ne doit pas être égal à B parce que tu ne vas pas trouver finalement un c qui est entre les deux. Mais le cas d'égalité, ici lorsque A est égal à B, vous voyez si A est égal à B, ça c'est une égalité évidente. Parce que tous les B-A pour les ordres supérieurs à 1 sont tous nuls, il ne reste que f de B égale f de B, si A est égal à B. Donc il n'y a pas de question qui se pose lorsque A est égal à B. Vous voyez, si j'écris pas pour tout AB distinct, et là,
pour A égale à B, j'aurai le droit à cette formule, mais je n'aurai pas vraiment un point C. Donc, l'écriture d'un point C n'est pas vraiment très correcte. Hein. Voilà. Ok, donc pour x positif, j'aurai x au cube sur 6 qui est positif, et moins sinus θ x qui est supérieur à moins 1. Je multiplie des deux côtés par un truc positif, implique moins sinus θ x fois x au cube sur 6 sera supérieur à moins x au cube sur 6. C'est ce qu'on voulait démontrer. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc parfois, lorsque une formule Taylor à l'ordre n ne suffit pas, tu peux reculer ou avancer à l'ordre n-1 ou à l'ordre n+1. Donc ici, l'ordre 3 n'a pas bien servi. Je peux alors comparer avec, en ayant le reste écrit avec le monome dont j'ai besoin. Donc le reste est écrit avec le monome d'ordre 3. Donc très bien, ce qui implique alors que sinus x est supérieur à x moins x au cube sur 6 pour tout x strictement supérieur à 0. Alors pour x négatif, je vais dire pour x négatif, cela ne marche pas par cette méthode, mais je vais voir est-ce que l'inégalité tombe vraiment en défaut. Donc cela ne marche pas, parce que parfois lorsqu'un résultat ne marche pas par une méthode, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Hein. Donc pour dire qu'il est faux ou vrai, il faudra ou bien vrai, on va le démontrer, ou bien qu'il est faux, qu'on doit le mettre en défaut, même pour des x particuliers, pour dire que ça ne marche pas pour des x négatifs particuliers. Donc cela ne marche pas par cette méthode, par ce calcul, c'est-à-dire par cette méthode ou par ce calcul, ça ne marche pas par le calcul qu'on a fait pour x positif. Donc on a fait un certain calcul pour x positif qui ne va pas marcher parce qu'ici vous n'aurez pas un truc positif par quoi multiplier. Si je reviens ici pour cette égalité, cette égalité à l'ordre 3, ici ça c'est toujours positif, donc même pour x négatif, sinus θx qui lui est, c'est vrai qu'il est supérieur à moins 1, mais je devrais avoir un signe ici. Donc, sinus θx, on n'est pas sûr s'il est négatif ou positif, sauf si je prends par exemple l'intervalle x dans l'intervalle, par exemple, moins pi sur 2, 0. Donc, je devrais avoir un intervalle là où je vais nier cette inégalité. Donc, si je prends x dans l'intervalle moins pi sur 2, 0, θ étant dans 0, 1, donc θx aussi reste dans moins pi sur 2, 0. Déjà, le θx, il est entre x et 0. Donc, pour x négatif, dans moins pi sur 2, 0, θx, il est entre moins pi sur 2, 0 aussi, et le sinus sera négatif. Donc, voilà, vous aurez une différence négative, qui n'est pas positive, la différence. Donc, vous n'aurez pas alors cette inégalité. Donc vous pouvez dire ça pour dire que l'inégalité tombe en défaut une fois on est sur R-. On n'a pas dit sur tout R-, mais on a dit que pour x négatif, ça ne marche pas en général. On a pris pour x par exemple, c'est moins pi sur 2, 0, ça ne marche pas. J'ai pris moins pi sur 2, 0 comme exemple parce qu'ici ça donnera un signe donc bien clair de sinus θx de la dérivée d'ordre 4 en θx. Donc si par exemple x appartenait à moins pi sur 2, 0, on a θx aussi appartient, parce que θx ça appartient à x0, mais finalement ça appartient alors à moins pi sur 2, 0, ce qui implique que sinus θx est négatif, et x4 sur factoriel 4 est toujours positif, voilà, d'où d'après la formule de Maclaurin à l'ordre 3, donc je dirais d'après cette égalité qu'on a écrit ici, donc d'après cette égalité étoile, d'après étoile on a sinus x moins x au cube sur 6 qui est négatif au lieu de positif pour tout x, ça c'est vrai pour tout x dans moins pi sur 2, 0. Donc j'arrive à montrer que pour tout x dans moins pi sur 2, 0, j'arrive à montrer que sinus x est inférieur au polynôme, n'est pas supérieur, ce qui fait tomber en défaut l'inégalité sur R-. Donc l'inégalité n'est pas établie sur R-. Alors, cette inégalité
n'est pas vraie pour tout x négatif. Donc, elle est vraie pour tout x négatif, positif, mais n'est pas vraie pour tout x négatif. Ok? Pour x nul, c'est le cas d'égalité. C'est le cas d'égalité. Comment le cas d'égalité? Pour x nul, vous aurez sinus 0 qui est égal à 0, et vous aurez les polynômes des deux côtés qui donnent la valeur nulle en 0. Donc, pour x est égal à 0, vous aurez 0 de ce côté-là, 0, 0, donc égal 0, égal 0, égal 0. Donc, c'est le cas d'égalité. Ce n'est pas l'unique cas d'égalité. Hein. Donc, aussi, lorsque vous avez fait moins sinus θ x qui est supérieur à moins 1, en multipliant par x au cube sur 6, c'est vrai que x au cube sur 6 est strict positif, mais le moins sinus θ x pourrait être égal à moins 1. Donc, le cas d'égalité n'est pas ici prouvé uniquement pour x égale à 0. Hein. On pourrait avoir d'autres cas d'égalité, c'est dans le calcul qu'on a fait ici, hein, que les cas d'égalité restent possibles. Donc, on n'a pas nié le cas d'égalité pour x strictement positif. Donc, pour x égale à 0, c'est le cas d'égalité, d'où finalement, pour tout x positif, vous aurez sinus x, voilà, supérieur à x moins x au cube sur 6. Et ça, c'est pour montrer que ce n'est pas valable pour x négatif. Donc, pour x négatif, ce n'est pas valable. Donc, ici, j'ai terminé avec la valeur nulle pour dire que mon inégalité est vraie pour tout x positif. Donc, en principe, ça serait de même de l'autre côté. Hein. Donc, de l'autre côté, ça ne sera pas à l'ordre 5, ça sera comme on l'a fait ici à l'ordre 4. Hein. Et la comparaison sera avec le reste. Vous faites de l'autre côté, ça sera la dérivée d'ordre 5. Et la dérivée d'ordre 5 n'est autre que le cosinus plutôt. La dérivée d'ordre 5, c'est cosinus. Et puis ici, donc, vous aurez cosinus θ x multiplié par x5 sur factoriel 5 qui est positif, et cosinus θ x est inférieur à 1. Donc là, vous allez comparer de cette forme-là, c'est-à-dire développer à l'ordre 4, Maclaurin à l'ordre 4, de sinus, bien sûr, toujours il existe θ tel que, donc vous aurez x moins x au cube sur 6, et reste à l'ordre 5. Donc reste à l'ordre 5, c'est-à-dire dérivée cinquième, c'est cosinus, hein, sur factoriel 5, x à la puissance 5. Et là, vous allez faire donc sinus moins ce polynôme-là, qui est égal à ce reste-là, voilà. Et là, vous aurez que c'est inférieur à x puissance 5 sur factoriel 5, car cosinus θ x est inférieur à 1, et x5 sur factoriel 5 est positif. Vous aurez toujours le droit de multiplier par une quantité positive, et ça y est, d'où, donc pour x égale à 0, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Voilà, d'où pour tout x positif, vous aurez sinus x qui est inférieur au polynôme donné ici, x moins x au cube sur 6, plus x5 sur factoriel 5. Donc voilà, ici c'est en développant à l'ordre 4. Parce que vous pouvez constater qu'en développant à l'ordre 5, ça ne va pas marcher comme ici, ça n'a pas marché pour ce cas-là. Sinon, en développant à l'ordre 5, vous pouvez dire que ça ne marche pas pour les x négatifs de la même façon dont on a parlé ici. Donc voilà, c'est-à-dire que vous allez faire la différence, espérer avoir un truc négatif, mais vous aurez un truc positif, donc ça ne marche pas par ce même calcul. Par ce calcul-là, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas multiplier par un truc qui est négatif, mais par l'autre calcul, vous pouvez prendre le même intervalle moins pi sur 2, 0, et vous trouverez, en développant à l'ordre 5, vous trouverez un reste à l'ordre 6. À l'ordre 6, donc ça sera une dérivée moins sinus, qui est positive sur l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc au lieu de trouver une différence négative, ce que vous espérez, donc différence négative, vous allez trouver une différence positive, donc l'inégalité ne marche pas par la même méthode. L'inégalité ne marchera pas par la même méthode, en développant à l'ordre 5, c'est-à-dire avec un reste à l'ordre 6. Donc tu développes à l'ordre 5, le reste il est à l'ordre 6. Ok, donc la troisième application du théorème de Rolle, de Taylor-Lagrange, pour x réel, on vous dit de déterminer la limite de la suite un est égal
somme moins x au carré à la puissance k sur factoriel de k allant de 0 à n. Ici, après avoir fait les formules de Taylor classiques, vous devez être capable de repérer une partie régulière d'une formule de Taylor. En fait, on devra les apprendre. Bien sûr, si on demande dans un devoir de déterminer la formule de Taylor ou de la déterminer, c'est-à-dire de faire une démonstration, donc vous allez redémontrer la formule de Taylor. Mais pour les plus connus, on doit connaître leur forme et on les utilise directement lorsque la question ne porte pas sur ça. Donc ici, on n'a pas dit déterminer une formule Taylor, donc comment elle s'écrit, on n'a pas dit de la démontrer, mais il y a une formule Taylor à repérer. Ici, pour les gens qui s'y connaissent, ils connaissent ici, ils voient ici une formule de Taylor pour cosinus en fait. Donc ici, si je le fais, c'est moins 1 puissance k, x à la puissance 2k, x au carré puissance k, donc c'est x à la puissance 2k, sur factoriel 2k. Donc ça, c'est le cosinus. Ici, on a fait le sinus, on a fait sinus, mais de la même façon, se fait cosinus, de la même façon. Et donc, cosinus, c'est à l'envers, il y a que les impairs, il y a les impairs qui disparaissent et il n'y a que les pairs qui restent. Et les pairs, ils restent de cette façon-là, avec plus ou moins 1 selon l'écriture de l'ordre pair en fait. Il reste de cette façon, mais avec l'ordre pair, les dérivés d'ordre pair. Donc, j'écrirai directement la formule de Taylor de cosinus. Donc, elle commence par cosinus 0, c'est-à-dire 1. Donc, ordre 1, il n'existe pas, il y a ordre 2, puis ordre 4, puis ordre 6, voilà, puis ordre 8, etc. jusqu'à ordre de P sur factoriel de P avec moins 1 puissance P, plus finalement vous aurez une dérivée d'ordre n plus 1 selon n est égal à 2P ou n est égal à 2P plus 1. Finalement, vous aurez le dernier monome avec le même ordre, mais le reste qui varie, θx ici. Il existe θ, bien sûr, toujours pour tout x. On écrira que pour tout x, formule de Maclaurin pour cosinus, pour tout x dans R étoile, il existe θ dans 0,1 tel que. Et ça, c'est grâce au fait que cosinus est une fonction de classe C infinie, donc elle va toujours donner des développements de Taylor-Lagrange comme ça, jusqu'à n'importe quel ordre n. Donc voilà, fois x à la puissance n plus 1. Donc ça, c'est la formule pour cosinus. Donc ici, on doit être capable de repérer une partie régulière de cosinus. Ici, ce n'est pas à l'ordre n, ici, c'est à l'ordre 2n. Donc vous voyez, ici, ça arrive à l'ordre 2n. Donc ici, je l'ai écrit à l'ordre n, mais en voyant cette écriture-là, ça arrive à l'ordre 2n. Donc on va écrire un qui est égal à somme k allant de 0 à n de moins 1 puissance k x à la puissance de k sur factoriel de k. Donc ça porte le développement de Taylor, de cosinus. Donc je vais l'écrire petit à petit. Au début c'est 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4, etc. Et on y reconnaît la formule de Taylor pour cosinus, jusqu'à x à la puissance 2n sur factoriel 2n, donc voilà, fois moins 1 puissance n. Donc, et là je reconnais, or, je dis or cosinus x s'écrit de cette façon-là, de la même façon jusqu'à n, moins 1 puissance k, x à la puissance de k, sur factoriel de k, plus un reste à l'ordre 2n plus 1. Donc, parce qu'ici, on a dit, ça arrive à l'ordre 2n, hein, fois θx sur factoriel 2n plus 1, fois x à la puissance 2n plus 1. Et là, je vais dire, donc, pour tout x dans R étoile, il existe θ appartenant à 0,1 qui vérifie ça. Donc, il existe θ qui vérifie ça pour tout x dans R étoile. Et là, vous aurez alors, implique que je passerai directement à la valeur absolue, cosinus moins un, ça c'est le un, qui va être directement égal à valeur absolue du reste, cosinus de 2n plus 1 en θx
sur factoriel de n plus 1 fois x à la puissance de n plus 1, qui est inférieur à valeur absolue de x à la puissance de n plus 1 sur factoriel de n plus 1, car, bien sûr, valeur absolue de cosinus, toutes les dérivées énièmes qui seront ou bien cosinus ou bien sinus, qui est égale, donc une dérivée d'ordre pair, ça sera plus ou moins sinus. Ordre pair, c'est plus ou moins sinus, mais l'essentiel, c'est toujours inférieur en module, inférieur en valeur absolue, c'est inférieur à 1. C'est ce qui importe ici. Donc, et là, on va faire la limite lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que ces puissances sur factoriel, déjà, ça revient tous à voir que n'importe quel a puissance n est un petit taux lorsque n tend vers plus l'infini de factoriel n. Donc, finalement, on aura x, valeur absolue de x à la puissance de n plus 1, qui est petit taux de factoriel de n plus 1. Lorsque, bien sûr, c'est un petit taux qui porte sur n, qui ne porte pas sur x. Lorsque n tend vers plus l'infini, c'est un petit taux sur n. Déjà, le x est fixé, c'est n qui va aller vers l'infini, c'est une suite en n, et la limite de la suite, c'est en n. C'est pas en x pour x fixé. Soit x dans R, on va déterminer la limite de la suite. Donc, limite de la suite veut dire la suite en n. Donc, voilà. Très bien. D'où, ça y est alors, d'où limite un lorsque n tend vers plus l'infini. Donc là, juste, je dois dire, puisque c'est petit taux, donc quotient qui tend vers 0. Hein. Voilà. Lorsque n tend vers plus l'infini. D'où, voilà, limite égale à cosinus x. Là, c'est pour x dans R étoile parce qu'on a écrit la formule de Taylor. Pour x égale à 0, je vais l'écrire tout seul. Donc pour x égale à 0, j'écrirai un, c'est égal à quoi pour x égale à 0? Juste pour k égale à 0, c'est 0 puissance 0 qui donnera 1, plus les autres, ça sera des, donc à partir de 1 jusqu'à n, des moins 1 puissance k fois x fois 0 à la puissance de k sur factoriel de k, mais tout ça c'est 0 parce que c'est une puissance qui est supérieure ou égale à 1. 0 puissance 0 qui est égal à 1. Donc un est égal à 1 lorsque x est égal à 0. Donc xi qui est bien égal à cosinus 0. Donc un est une suite constante qui tend vers cosinus 0. Donc un tend vers cosinus 0. Donc cette limite est bien valable aussi pour x égale à 0. Alors, d'où, maintenant pour n'importe quel x choisi dans R, on a limite un de x finalement, hein. Ça doit être un un de x. Ça c'est un un de 0. Si vous voulez, ça doit être écrit un de x, donc cette suite qui dépend de x, ça va être cosinus x. Donc, pour n'importe quel x choisi, limite un de x, ça va être donc cosinus x. Même pour x égale à 0, c'est le cas trivial où un de 0 est une suite constante qui est égale toujours à cosinus 0 qui est égale à 1. Bien sûr, pour n égale à 0, il n'y a pas cette partie-là de la somme, il n'y a que 0 puissance 0. Donc toujours, on aura 1. Donc voilà, je reviens maintenant au petit 1 qui utilise la formule de Taylor pour calculer une valeur approchée. Donc voilà, donc une valeur approchée de racine de e. Donc et là, je vais écrire la formule de Taylor ou de Maclaurin pour exponentielle. Donc pour exponentielle, en principe, ça doit être connu, c'est la somme de tous les xk sur factoriel k parce que toutes les dérivées km sont égales à 1 lorsqu'on les évalue en 0, plus une dérivée d'ordre n plus 1 qui sera finalement exponentielle, donc plus exponentielle θ x sur factoriel n plus 1 fois x à la puissance n plus 1. Donc ça c'est l'écriture de Maclaurin pour n'importe quel x où θ appartient à 0,1 et cela pour tout x dans R étoile. Il va exister un θ dans 0,1 qui vérifie ça. Donc où θ est un réel dans 0,1 bien sûr qui va dépendre de n et x comme on l'a dit. Donc ici, pour arriver alors à racine de e, on va dire pour x égale à 1 demi. Donc c'est la méthode pour écrire racine de e. Donc racine de e va être égale à tout ça, la somme 1 sur 2 puissance k fois factoriel k allant de 0 à n, plus exponentielle θ sur 2, c'est un θ sur 2, donc sur factoriel n plus 1, fois 2 à la puissance n plus 1. Donc voilà une écriture pour racine de e. On aimerait bien trouver une valeur
polynomiale, parce qu'elle est facile à calculer, et qui va approcher racine de e à 10 moins 4 près. La méthode n'est pas unique. Ici, vous pouvez voir n'importe quelle valeur. Hein. Donc ici, racine de e, c'est exponentielle 1,5. Hein. C'est pour ça. Donc pour x égale à 1,5, on a écrit. Donc, je dirais que racine de e moins ce polynôme, 1 sur 2 à la puissance k sur factoriel k, va être égal à exponentielle θ sur 2. Ici, c'est pas la peine de mettre une valeur absolue en fait. Cette différence est positive parce que tout ça c'est positif. Hein. Donc, c'est exponentielle θ sur 2. Donc, je pourrais ne pas mettre une valeur absolue. C'est exponentielle θ sur 2 sur factoriel n plus 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc, bien sûr, ça c'est supérieur à 0. Mais je voudrais ici avoir, donc, je voudrais ici voir pourquoi c'est inférieur, c'est-à-dire, c'est pas pourquoi, c'est pour quel n il sera inférieur à 10 à la puissance moins 4. Donc, pour quel n il sera inférieur à 10 à la puissance moins 4. Et comme j'ai dit ici, vous pourrez faire par n'importe quelle méthode qui vous semble plus facile ou qui contient moins de calculs. L'essentiel est de trouver un n qui fait que cette différence sera inférieure à 10 moins 4. Et là, une fois que vous allez trouver ce n-là, celui-là, ce terme-là sera une valeur approchée de racine de e à 10 à la puissance moins 4 près. C'est une des utilités de la formule de Taylor. On utilise beaucoup les formules de Taylor pour approcher. Donc, je vais voir. Je sais que, donc, je vais essayer de me débarrasser de exponentielle θ sur 2. Hein. Donc, n plus 1 factoriel. C'est-à-dire, je vais mettre encore une autre barrière entre ça et 10 à la puissance moins 4 qui soit plus simple à calculer. Donc, l'exponentielle θ sur 2 qui est inférieur à racine de e. Mais racine de e, ça doit être un truc qui est inférieur à... qui est inférieur à 2, parce qu'au carré, c'est inférieur à 4. Donc, ça doit être un truc qui est inférieur à 2. Donc, je pourrais dire que ça, c'est inférieur à 2, parce que c'est inférieur à exponentielle, ça, c'est inférieur à exponentielle 1,5. L'exponentielle θ sur 2, c'est inférieur à exponentielle 1,5, qui, lui, est inférieur à 2 sur n plus 1 factoriel fois 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Par exemple, c'est un calcul que je vous propose. Donc, car ici, car racine de e est inférieur à 2. Bien sûr, puisque e est inférieur à 4. C'est ce qui fait que racine de e va être inférieur à 2. Donc là, j'ai mis que c'est inférieur à 2. Donc finalement, exponentielle θ sur 2 sur factoriel n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1 est inférieur à 1 sur factoriel n plus 1 fois 2 à la puissance n. Et là, je vais chercher n pour que ça soit inférieur à 10 à la puissance moins 4. Je vais chercher n tel que ça soit comme ça. Parce que la différence que j'ai est inférieure à déjà à ça. Donc, je devrais chercher n qui soit inférieur à 10 à la puissance moins 4. Je pourrais encore le faciliter et dire encore que 1 sur factoriel 2 à la puissance n est déjà inférieur à 1 sur 2 à la puissance n, bien sûr car 1 sur factoriel n plus 1 est inférieur à 1, et là je devrais, donc exponentielle θ sur 2 fois 2 à la puissance n plus 1 est inférieur à 1 sur 2 à la puissance n. Et là alors je devrais chercher n, c'est le calcul le plus simple, je devrais chercher n tel que ça soit inférieur. Un n qui soit inférieur à ça, donc voilà. Donc n tel que, bien sûr, plus c'est étroit, plus l'approximation sera réussie. Donc vous pourrez encore chercher avec ça, mais bien sûr, pour des difficultés de calcul, on peut opter pour le truc le plus simple, l'essentiel de comprendre le principe. Donc n tel que, donc je vais chercher n, c'est-à-dire tel que 1 sur 2 puissance n est inférieur à 10 à la puissance moins 4. Donc j'analyse cela. Donc par équivalence, j'aurai que donc c'est 10 à la puissance 4 qui doit être inférieur à 2 à la puissance n. En appliquant logarithme, donc j'aurai 4 log 10 qui est inférieur à n log 2. Et ça sera équivalent à dire que n doit être supérieur à
4 log 10 sur log 2. Donc je prendrai le choix de n égale, par exemple, la partie entière de celui-là plus 1. Donc là, je cherche, donc je trouve le n que je suis en train de chercher. Donc voilà, donc il suffit de prendre n est égal partie entière 4 log 10 sur log 2 plus 1. Donc, bien sûr, ici, ça c'est positif. Hein. Sinon, on lui aurait mis une valeur absolue. Mais sinon, c'est positif, c'est log 10 sur log 2. Tout ça, c'est positif. Très bien, ça y est. Alors, d'où, pour n0, je l'ai appelé n0, d'où cette écriture pour n0 sera une valeur approchée, pour ce n0-là que vous pourrez calculer, donc vous pourrez le calculer celui-là, est une valeur approchée à 10 moins 4 près de racine 2. À 10 à la puissance moins 4 près de racine 2. En fait, ici, si on aurait, par exemple, laissé, par exemple, 1 sur factoriel n plus 1 qui est inférieur à 1 sur factoriel qui est encore inférieur à 1 sur n, on aurait eu, donc, n2 à la puissance n. Pour trouver un 1 sur n2 à la puissance n inférieur à 10 à la puissance moins 4, on pourrait trouver une valeur qui minore n à la puissance n fois 2 à la puissance n, et on pourrait faire une étude de fonction pour déterminer un n convenable. Et là, on pourrait avoir une approximation plus proche, donc, parce qu'elle donnera voilà, une approximation plus réussie. Mais finalement, pour trouver une approximation à 10 à la puissance moins 4, je peux juste prendre 1 sur 2 puissance n. C'est le plus simple à calculer et ça me donne la réponse, une valeur approchée à 10 à la puissance moins 4 près. Donc ça, c'est une des applications aussi de la formule de Taylor.